On a bien vu ces tunnels, il y a des journalistes qui sont allés dedans. En revanche, les journalistes qui sont allés dedans, on leur a parlé, ils nous disent que on voyait pas le tunnel ressortir dans l'hôpital. Et deuxième chose, ça ressemblait pas à un centre de commandement. Est-ce que vous êtes toujours persuadé que c'était un centre de commandement, ces tunnels? Votre question nous dérange. En 1962, la France laisse à l'Algérie un réseau routier cartographié. 4000 km de voies ferrées, 3 grands ports, une dizaine d'aérodromes, une centaine d'hôpitaux, des centrales électriques, des barrages hydrauliques, des terres cultivables et irriguées, des bâtiments publics par centaines, à tel point qu'en 1959, l'Algérie engloutit à elle seule d'amour et aussi de solidarité avec le peuple israélien, surtout après les attaques de 7 octobre. Donc un message d'espoir, espoir de paix, espoir de victoire contre le terrorisme, c'est ça que vous dites ce soir? Tout à fait, tout à fait. Ils sont pas seuls. Ce peuple, il est magnifique, comment je l'appelais, le peuple du miracle. Il y avait tous ces imams. Que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, encore merci et infiniment d'être fidèles à la chaîne. Pour le nouveau, des petits commentaires, des petits pouces j'aime, active la cloche pour être au courant lorsque je sors une nouvelle vidéo. Allez, vous connaissez la chanson. Parti les amis pour 2-3 vidéos vite fait que j'ai trouvé intéressant et j'aimerais bien partager avec vous. Depuis plusieurs semaines, des vidéos montrant des tirs et des bombardements lors des distributions d'aide alimentaire à Gaza se multiplient. D'après le ministère de la Santé de l'enclave, contrôlé par le Hamas, il y aurait eu au moins 500 morts et 4000 blessés lors de ces distributions, un chiffre que l'ONU juge fiable. De nombreux Gazaouis et des ONG locales attribuent ces tirs à l'armée israélienne, mais Israël nie toute responsabilité. Alors que se passe-t-il lors de ces distributions d'aide alimentaire à Gaza? Le journal Haaretz a mené l'enquête et a pu recueillir plusieurs témoignages de soldats israéliens chargés de la sécurité dans ces centres. Des soldats sous couvert d'anonymat qui expliquent avoir reçu l'ordre de tirer délibérément sur la foule lors de ces distributions, et ce qu'ils expliquent fait froid dans le dos. Là où j'étais en poste, entre 1 et 5 personnes étaient tuées chaque jour. Les Palestiniens sont traités comme une force hostile. On leur tire dessus avec tout ce que l'on peut imaginer. Des mitrailleuses lourdes, des lance-grenades, des mortiers. Ce soldat explique aussi dans l'article que le nom de l'opération à laquelle il participe s'appelle Salted Fish, poisson salé. C'est l'équivalent en Israël du jeu 1, 2, 3 soleil. Ici les amis, on parle des mercenaires. Disons-le clairement, le gars le dit, c'est des mercenaires. Quand quelqu'un te distribue de la nourriture humanitaire, c'est fait avec le cœur, avec de la bonté, ce qui est humanitaire. Mais quand il te le distribue masqué, cagoulé et tout bazar, pour moi, c'est plus de l'humanitaire, c'est des mercenaires. Comment se fait-il qu'une aide humanitaire soit distribuée par des mercenaires? Nourrir ceux qu'on tue. Tu es en train de dire à des gens qu'on massacre tous les jours d'aller chercher de la farine chez ceux qui les tuent. C'est une logique coloniale pure et dure. C'est de la barbarie, c'est de la folie. C'est comme si, je reviens toujours à l'exemple que j'aime bien donner avec mon voisin qui me tabasse tous les jours. À chaque fois que je sors dans la rue, il me fout une claque. À chaque fois qu'il me voit, il me tabasse. Et tu me dis que tous les jours, ma nourriture se trouve chez lui. Je dois aller prendre ma nourriture chez lui. On ne perd pas la tête là. Faire face à des oppresseurs pour de l'aide. Est-ce que vous imaginez la scène? Il y a des choses que nous, on est loin ici, bien peinards dans notre coin. On va au boulot, on revient, on va au cinéma, on va faire nos courses et tout. On mange, on rigole avec nos enfants et tout. Mais il y a des choses qu'on ne se rend pas compte. Il y a des gens qui font face à leurs oppresseurs pour aller demander de l'aide en plus. De l'aide qui ne vient même pas d'eux. Donc tous les jours, tu es sous des feux nourris et en plus on te dit d'aller chez ton ennemi pour récupérer ta farine. C'est de l'absurdité totale à son prime. Ça c'est le plan de Trump. Donc soit tu prends ta valise, soit tu prends la mort. C'est clairement ça. Ce connard de Netanyahu, il est en train de dérouler le plan qu'ils ont mis avec Trump en place pour dépeupler Gaza. Ça, ce qu'on est en train de voir là. On est en train de voir une solution finale, en fait.
déguisés sous forme d'un plan de paix. On les nourrit, mais on les tire dessus. Vous ne pouvez pas dire qu'on les nourrit pas. Si, la nourriture est là, on les distribue. Mais les gens qui distribuent la nourriture, ben, ils sont masqués. Ils sont cagoulés. Ils ont peur d'être reconnus. Parce qu'ils de dire « Ah, tiens, c'est celui-là qui distribuait de la nourriture humanitaire. Oh, il est méchant. » Non. Logiquement, quand tu distribues de la nourriture humanitaire, ben, tu es censé être quelqu'un de bon. Et censé être quelqu'un de bon. Tu te cagoules pas, tu te masques pas. Ce qu'on te sert comme aide, c'est de la manipulation, un projet politique déguisé pour maintenir une population sous domination. La France a laissé aux Algériens, en 1962, un État digne de ce nom, avec des frontières, un cadastre, des règlements, un État civil et une administration fonctionnelle. Alors qu'à son arrivée un siècle auparavant, c'était une colonie turque, sans véritable nom et aux contours incertains. En 1962, la France laisse à l'Algérie un réseau routier cartographié, 4000 km de voies ferrées, 3 grands ports, une dizaine d'aérodromes, une centaine d'hôpitaux, des centrales électriques, des barrages hydrauliques, des terres cultivables et irriguées, des bâtiments publics par centaines, à tel point qu'en 1959, l'Algérie engloutit à elle seule 20% du budget de l'État français. Sans compter que c'est la France qui a découvert le pétrole et le gaz en Algérie. En 1962, les possibilités étaient donc immenses pour ce nouveau pays. Ils n'en ont rien fait. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nous n'y sommes pour rien. Ce que les Algériens ont fait de ce legs, c'est leur affaire. Mais une chose est certaine, la France ne leur doit plus rien. À la même époque, les Coréens avaient un pays totalement détruit. Aujourd'hui, la Corée est devenue une grande... Les amis, l'histoire coloniale, elle est simplifiée. Le discours dit que la France a laissé un État digne de ce nom en 1962. Mais cela ils ignorent, elle ignore les 130 ans de colonisation et les conséquences de cette domination. Les infrastructures mises en place qu'elle parle étaient un moyen pour la France de contrôler le pays. Pas seulement un cadeau pour l'Algérie. Ces infrastructures, ils les ont surtout mises parce qu'eux étaient là. C'est pas en partant, ils ont dit, ok, on va partir, mais avant de partir, on va construire et puis on s'en va. Non, on construit pendant qu'on est là pour notre confort. Voilà ce qu'ils ont fait. Parce que si on suit ton raisonnement, ce qu'ils auraient dû faire, c'était partir et puis après construire. Là, oui, là tu as laissé quelque chose. Mais quand tu construis pendant que tu es là et pendant que tu terrorises, tu ne laisses rien du tout. Tu le construis pour toi. C'est pour ton propre confort que tu l'as fait. Et en plus, on reprend ces propos. Nous, la France, on a laissé des infrastructures. Oui, mais il ne faut pas oublier que la guerre de l'indépendance, qui a duré 8 ans, il y a eu des ravages derrière. Les infrastructures ont été dévastées. Et tout ça, ça ne se reconstruit pas en quelques jours. Et ça veut dire quoi? Les infrastructures que vous avez laissées suffisent à compenser les ravages que vous avez faits? C'est ça que tu essaies de faire croire aux gens? Et puis, dire que l'Algérie n'a rien fait de l'héritage français est une critique injuste. Après l'indépendance, le pays a dû faire face, en tout cas je suppose, à de nombreux défis internes, à des tensions politiques, et à un isolement international aussi. Enfin, dites-moi si je me trompe, mais je suppose, ça me paraît logique. C'est facile de critiquer aujourd'hui quand on n'a pas vécu toutes les difficultés qu'eux ont vécues après votre départ. Comparer l'Algérie à la Corée ne tient pas la route. Après la guerre, la Corée, elle, a reçu de l'aide massive des États-Unis pour se reconstruire. L'Algérie, elle a été laissée seule, sans aide, et a dû gérer ses problèmes toute seule. Les conséquences de la colonisation, et bon, on est bien placé, je suis bien placé pour le savoir, hein, et les conséquences de la guerre ne disparaissent pas en un claquement de doigts. Ce qu'elle fait là, elle est en train de se déresponsabiliser.
Et en partant, si vous pouviez partir avec les bâtiments, je suis sûr que vous l'aurez fait. Bande de... Bip. On a bien vu ces tunnels, il y a des journalistes qui sont allés dedans. En revanche, les journalistes qui sont allés dedans, on leur a parlé, nous disent que on voyait pas le tunnel ressortir dans l'hôpital. Et deuxième chose, ça ressemblait pas à un centre de commandement. Est-ce que vous êtes toujours persuadé que c'était un centre de commandement, ces tunnels? Votre question nous dérange. Pourquoi? Parce que c'est inadmissible qu'une démocratie comme la vôtre pose une question à une autre démocratie. Cette remise en doute et cette remise en question est extrêmement étrange, voire nauséabonde. Comme on est entre démocraties, on se pose des questions de démocratie, ce qui me semble normal. On a besoin de savoir si effectivement le Hamas se servait de l'hôpital comme d'un bouclier humain. Donc c'est un travail normal de journaliste, je pense, vous êtes d'accord avec moi? Non, c'est un travail de quelqu'un qui essaye de détruire la parole de l'autre. C'est pas un travail de journaliste. Et de poser des questions sur même de savoir combien de morts, qui a tué, qui a tiré, où sont les tunnels, c'est quelque chose qui remet en doute, en question, l'État d'Israël. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce petit interview entre un journaliste qui pose une question, les questions en fait qu'on devrait normalement leur poser. Et tu vois, et vous voyez directement la réponse du général. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire quand tu vois la réponse qu'il donne. En fait, il répond même pas. En fait, il regarde le journaliste de haut et il lui dit, mais t'es con ou quoi? Mais est-ce que t'es malin là? Franchement, est-ce que t'es malin? Tu comprends pas que ta question, normalement, doit aller dans mon sens. Et quand je vois son expression, ouais, c'est ce que ça me fait penser. Ta question à toi, normalement, doit aller dans le sens de ma réponse. T'es con ou quoi? En gros, ce qu'il dit, c'est même si on ment, comme on est entre démocratie, vous devez accepter nos mensonges. Poser cette question voudrait dire soulever nos mensonges, l'afficher aux yeux du monde, et du coup, décrédibiliser nos actions et notre nation. Ce n'est pas digne d'un pays démocrate. Entre nous, on ne peut pas se faire ça entre nous. Entre monteurs. Est-ce qu'on peut faire ça? Ça se fait pas. Tu peux pas poser ce genre de questions. Ils sont tellement habitués à mentir. Et dès que la vérité fait surface, ils culpabilisent les autres pour sauver leur face. Parce que là, ce qu'il est en train de faire, il est en train de culpabiliser le journaliste. C'est une tentative de dissimuler la vérité, de se victimiser. Remettre en question leurs actions, c'est directement attaquer leur image. Donc, selon eux, c'est indigne d'un pays démocrate. Donc, même si nous, on tue les gens, toi, tu es un pays démocrate comme nous, tu dois nous défendre, tu dois aller dans notre sens, tu dois trouver des excuses pour nous. Et voilà ce qu'il est en train de dire, en fait. Et fais attention parce que si tu continues à mettre la main là où ça fait mal, tu sais bien ce qui va sortir. Hein. La phrase atomique va sortir. Hein. Attention. Hein. Tu es T'es antisémite. Hein. Il faut pas. Faut attention. Hein. Fais attention. C'est la carte magique qui va te lancer dans la gueule. Fais attention. Nous sommes un peuple élu. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on parle de cette histoire de peuple élu. C'est qui au fait, à vous dans les commentaires, vous me dites, c'est qui au fait qui a déclaré qu'ils étaient le peuple élu? À part eux-mêmes. À part eux-mêmes. Qui d'autre dans le monde, dans un papier ou... je sais pas moi, est-ce qu'il y a un document qui existe dans le monde où c'est marqué que ces gens-là sont des peuples élus, sont élus par une divinité. Enfin, parce que je pense qu'il n'y a que eux qui revendiquent cela. Enfin bon, moi j'aime apprendre. Corrigez-moi si je me trompe, corrigez-moi, dites-moi que dans telle... déclaration de droits de l'homme ou je ne sais pas trop quoi, l'armistice ou que sais-je, c'est marqué tout en bas. Il y a un petit astérix tout en bas là-bas.
Ou alors, ce n'est que marqué dans la Torah. Enfin, bon, j'ai toujours aimé savoir. J'aime savoir. Donc, je vous pose la question. Qui a déclaré un jour qu'ils étaient le peuple élu? En sachant qu'on a dormi très peu, mais on a tellement de l'énergie, de l'espoir. Toute la délégation l'accueille à l'aéroport, l'accueille aussi au sein du président, le chef d'État, le président israélien Herzog, au Knesset, la rencontre aussi, la visite à la synagogue, à la grande synagogue, aussi au mur, à la mosquée. Tout ça, c'était pour passer aussi un message fort, un message de fraternité, de paix et d'amour et aussi de solidarité avec le peuple israélien, surtout après les attaques du 7 octobre. Donc un message d'espoir, espoir de paix, espoir de victoire contre le terrorisme. C'est ça que vous dites ce soir? Tout à fait, tout à fait. Ils sont pas seuls. Ce peuple, il est magnifique, comment je l'appelais, le peuple du miracle. Il y avait tous ces imams qui, avec leurs chants religieux, avec leurs prières, avec leurs discours de fraternité, avec toutes les rencontres pendant toute cette semaine, je pense qu'on a besoin de montrer, on a besoin de dire que la paix, elle règne sur tout le monde et que l'islam, c'est pas l'islamisme et que l'Iran, le Hezbollah et Hamas, ce sont ce régime iranien, pardonnez-moi, ils ont pris en otage l'islam et les musulmans. L'islam et les musulmans, il n'est pas l'ennemi du peuple israélien. Alors les amis, ici on va finir en beauté avec notre ami, ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé de lui, Shel Goumi. Shel Goumi. Monsieur oui oui, monsieur Béni oui oui. Mais Shel Goumi, le type qui se croit important à chaque fois qu'il ouvre la bouche. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, qu'on l'appelle, qu'on l'interviewe, il a l'impression que son avis compte. Il a l'impression que quand on l'appelle, c'est pour donner la voix. Mais non, quand on t'appelle, c'est juste pour montrer l'image d'un musulman, d'un arabe qui parle différemment des autres. Ce n'est que ça. Tu es un pion utilisé. Tu es un parfait exemple, comme je disais, du béni oui-oui, qui se vend au meilleur prix. Toi, tu te vends. Il est en train de déverser son discours lisse sur la fraternité, l'amour et la paix avec Israël. Mais soyons clairs, tout ce n'est qu'un calcul. Tout ça, c'est calculé. Lui connaît sa chanson. Lui sait ce qu'il doit dire. Lui, il sait que il n'a qu'une voix. C'est la voix de Sataniaou. Il sait que en s'écartant de cette voix-là, il ne sera plus accepté. Tu as vu ce qui est arrivé à Jean Messia? Donc, continue reste bien sur cette voie-là. Jean Messia, il a fait juste un tout petit pas de côté. On l'a giflé. Reste bien là-dessus. Mais ton tour viendra. Parce que pour garder ton petit pouvoir médiatique, tu te mets à genoux devant ceux qui t'ont hissé là où tu es. Donc aujourd'hui, tu n'as plus le choix. Tu ne peux que aller vers eux, aller dans leur sens. Parce que si tu ne vas pas dans leur sens, ton pouvoir médiatique est fini. Et une fois que ton pouvoir médiatique sera fini dans la société, tu es fini. Parce que tu es déjà rejeté par les tiens. Plutôt que de défendre sa communauté, parce que tu peux ne pas être d'accord, mais tu peux quand même essayer de nuancer tes propos. C'est un opportuniste, un clown qui courbe les chines pour garder sa place dans le showbiz médiatique. Un opportuniste, rien de plus, je l'ai toujours dit, c'est du pur business pour lui. Les gens croient qu'il est là pour glorifier. Parce que vous avez entendu son discours là. C'est à gerber. Les gens croient vraiment que lui, vous pensez 2 secondes que ce gars croit lui-même ce qu'il est en train de dire. Loin de là, jamais de la vie. C'est un opportuniste, c'est du pur business qu'il est en train de faire. Il veut rester médiatique. C'est tout, point barre. Je commence à m'énerver. Sur ce, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que j'ai apprécié de la faire pour vous. Les amis, on continue à s'abonner. D'ailleurs,
Je tiens à vous signaler que j'ai dépassé les 5000 abonnés. Machallah. J'apprends des petits mots comme ça avec mes collègues. Allez, sur ce les amis, portez-vous bien et que la paix soit sur vous. On se revoit d'ici quelques jours. Ciao.